Bonjour. Alors dans l'article œuvre pour bande seule sur l'œuvre pour bande seule de Jean-Claude Risset, Stéphane de Gérando aborde différentes thématiques, qu'elles soient techniques, esthétiques, compositionnelles, sur l'œuvre de Jean-Claude Risset. Et donc je voudrais porter un regard critique sur ce qui est dit dans l'article, et notamment sur les points 5 et 6 de cet article. Donc, dans le point 5, Stéphane de Gérando pose des questions à Jean-Claude Risset sur une de ses œuvres en particulier, qui est Little Boy, créée en 1968. Donc cet entretien à propos de cette œuvre décortique la manière dont l'œuvre a été créée, techniquement parlant, c'est-à-dire par synthèse additive. Et au fil des questions, on comprend que le choix de Jean-Claude Risset dans la création les choix qui ont été faits par Jean-Claude Risset dans la création de son œuvre sont en partie liés au contexte de l'époque. Donc, comme le rappelle Stéphane de Gérando, l'époque qui s'étend entre les années 1964 et 1968. Donc un contexte historique qui est lié en particulier à l'essor de nouvelles technologies et techniques liées à la recherche sonore et auditive, mais que si Jean-Claude Risset, comme il le dit, s'est nourri de ce contexte, de cette époque, il est aussi allé au-delà de ce qu'offraient ces techniques pour véritablement créer lui-même son propre univers artistique. Donc, comme le dit Jean-Claude Risset dans ce point 5, on peut aussi inventer des paysages autres. Et pour moi, ce terme « autre » est très important et intéressant, car il donne à l'article il donne à l'article une autre direction dans ce que l'article veut soulever dans sa globalité. Car je trouve que du point 1 à 4 sont surtout donnés des aspects techniques de l'œuvre de Risset. C'est des aspects techniques qui sont essentiels pour la compréhension de son œuvre, mais qui, sans être mis dans un contexte artistique, peuvent sembler plutôt catalogués ou nous perdre dans simplement un catalogue de techniques utilisées, sans véritablement comprendre dans sa globalité l'œuvre de Risset. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce point 5, je trouve que l'article prend une autre visée qui est très intéressante, car elle se tourne plus sur la question de la création musicale elle-même dans cette époque où les techniques ne cessent de progresser, plutôt que de simplement se concentrer sur l'aspect technique de l'œuvre de Risset. Donc, en effet, en parlant de Little Boy, les deux interlocuteurs montrent l'enjeu que représente aujourd'hui l'essor des nouvelles technologies, synthétiseurs, machines, recherche sur le son, et que cet essor demande une redéfinition, ou plutôt, je dirais, d'insister à nouveau ce qu'est le rôle de la création pour un artiste musicien, et que la création en elle-même ne doit jamais comment dire, ce que je veux dire, c'est que les nouvelles technologies, si elles sont essentielles à la recherche artistique, ces nouvelles technologies doivent toujours être au service de la création artistique et ne jamais être mises plus en avant que cette recherche artistique. Car si elles sont des outils à la création artistique, une œuvre qui ne serait qu'un amas de techniques sans véritablement être au service de choix artistiques sont en soi qu'une reproduction de ce que peut nous offrir une époque au niveau des nouvelles technologies. Donc ainsi, le point 6 continue dans cette voie, notamment lorsque Jean-Claude Risset prend pour exemple les recherches qui ont été menées par le scientifique et chercheur Gibson. Donc il cite Gibson en disant « Nos sens ne sont pas des appareils à mesurer des paramètres physiques,
telles que la fréquence, etc., mais que nos sens existent pour nous donner de l'information sur le monde, information utile à la survie. Donc pour moi, ces termes, le monde et survie, sont très importants, car ils permettent de voir que ces nouvelles technologies qui ne cessent d'arriver semblent ne prendre en compte que ne prendre en compte que des paramètres précis qui sont indispensables à la création artistique, tels que l'observation des fréquences, de l'intensité des ondes sonores, au détriment en fait d'une perception globale de l'œuvre. Car comme le montrent bien les recherches de Gibson, l'être humain, lorsqu'il écoute une œuvre électroacoustique, ne va pas s'attarder sur les fréquences de chaque son, sur l'intensité de ces sons. Il n'est pas un ordinateur en fait. Il va plutôt voir l'œuvre dans sa globalité et, comme le dit Gibson, d'avoir une information sur le monde en lui-même et non sur des paramètres précis techniques. Et donc je trouve que Risset parle de ce chercheur est très important, car il permet de voir que si Risset se nourrit des nouvelles technologies et les met à profit, son œuvre n'est pas qu'une reproduction de ces nouvelles technologies, mais ne prend ces nouvelles technologies que comme outil pour les dépasser et pour vraiment créer son propre univers sonore. Et donc, je trouvais intéressant de prendre de citer une des phrases du point 5, lorsque Jean-Claude Risset affirme: dans Little Boy, j'ai voulu synthétiser des sons instrumentaux, mais aussi m'écarter et suggérer un monde sonore autre, pulvérisant les spectres, bouleversant les perceptions. Et pour moi, les verbes pulvériser et bouleverser sont très importants, parce qu'ils montrent que si Risset utilise des outils techniques nouveaux et révolutionnaires pour la création musicale, tels que les spectres, les perceptions, Risset ne va pas simplement utiliser ces nouveaux outils et les reproduire, mais au contraire les pulvériser, les bouleverser. C'est-à-dire qu'il va, comme un tel un sculpteur, prendre cette matière que sont les nouvelles technologies et que nous offrent les nouvelles technologies. Il va prendre cette matière pour la façonner à sa manière. Donc, comme il le dit, pulvériser, bouleverser. Et donc, je trouve que à partir donc de cet article 5, on voit que tout ce qui a été dit dans les points 1 à 4, qui sont des aspects plus techniques et qui, pour moi, parfois peuvent nous perdre dans un catalogue technique sans véritablement comprendre l'aspect global de l'œuvre de Risset, à partir de ce point 5, on comprend véritablement comment Risset met à profit ces outils techniques, et ces outils techniques qui sont palpables dans son œuvre, pour créer son propre univers sonore et voir comment son processus proprement créatif et non simplement technique se met en place tout au long de ses œuvres. Et cette création, et donc on peut voir je trouve qu'à partir de ce point 5, on voit plus on voit véritablement ce que représente l'originalité de l'œuvre de Jean-Claude Risset par rapport à d'autres œuvres, et ce qui le différencie et le distingue dans son aspect créatif. C'est ce qui distingue ses œuvres par rapport à celles de ses prédécesseurs, et ce qui distingue l'œuvre de Risset d'une simple reproduction de paramètres techniques révolutionnaires pour l'époque. Et ainsi, cet article, en donnant un point de vue ici critique, peut être, je trouve, mis en parallèle avec un exemple historique de l'Antiquité grecque du grand chercheur et scientifique mathématicien Thalès de Milet. Un exemple peut-être qui n'a pas existé, mais qui est pour moi une belle métaphore de ce que veut dire Risset dans cet article, où le mathématicien Thalès de Milet, à force de regarder le ciel, c'est-à-dire le monde des idées, des concepts, est en fait tombé dans un trou, car il s'est éloigné du monde auquel il appartient, celui des vivants. Et je trouve que cet exemple
cette qui est un peu une métaphore, peut véritablement être mis en parallèle avec ce qui est dit dans l'article et les réponses de Jean-Claude Risset, car il montre bien que si l'on doit se nourrir de ce que nous offre la recherche et les nouvelles technologies, celles-ci ne doivent être qu'un outil et ne doivent jamais nous écarter du monde dans lequel on vit, celui des vivants, et de nos propres perceptions et sensations qui sont plus une vue globale que précise sur des éléments et outils des nouvelles technologies. Ouais. Je vous remercie, Irène, pour le travail conséquent que vous avez pu produire et pour ce nouvel éclairage que vous nous apportez aux étudiants et à moi-même. Ce n'est plus seulement ici un questionnement, mais on aborde dans votre commentaire les aspects d'une rapide analyse à la fois sensible, artistique, historique, où on retrouve votre parcours multiple et déjà riche, avec aussi votre intérêt pour le domaine de la réflexion et de la philosophie. Merci aussi pour cette évocation de l'Antiquité grecque à laquelle je suis sensible, j'y reviendrai en conclusion de mon rapide commentaire. Je dirais d'une certaine manière que vos remarques se suffisent à elles-mêmes, avec certaines analyses qui me semblent très justes et délicates, rapport esthétique ambivalent entre technique et création par exemple. Je ferai juste quelques commentaires rapides, à la fois sur la forme et le fond de votre réaction. Je souhaite rappeler que l'objectif de notre travail reste modeste. Il est donc nécessaire de rester prudent tout en restant enthousiaste comme vous l'êtes. L'objectif n'est pas ici de comprendre l'œuvre de Jean-Claude Risset, mais de découvrir ses pièces pour bande via un entretien. C'est important de ne pas perdre l'objectif de vue et de rester modeste face à une œuvre scientifique et musicale particulièrement dense, pionnier de l'informatique musicale avec d'autres, avec cette possibilité que vous avez dans un second temps et à travers cette vidéo d'ouvrir la problématique. Et j'aurais tendance à dire que plus nous souhaiterions ouvrir la réflexion, plus nous aurions un devoir de revenir plus précisément à la musique et aux différents discours de Risset qui dépassent le cadre de ce simple entretien et donc qui demanderait d'approfondir son œuvre. J'ai une deuxième remarque et je pense que nous n'avons pas encore suffisamment vécu dans les cadres pédagogiques ou intellectuels notre révolution quantique. Nous avons trop tendance à réfléchir sous forme d'opposition, parfois même des oppositions binaires qui entraînent des rapports de tension idéale artificielle qui ne correspondent pas à la vraie vie, comme dirait le poète Roland Rafton, et en tout cas très éloignés de la réalité de la pratique artistique, et non de la philosophie, de la psychologie ou des sciences. Pourquoi en effet dans votre commentaire vouloir en définitive opposer, et là je vous cite, les aspects techniques, points 1 à 4 selon votre lecture, d'un contexte artistique et lié à la création, à partir du point 5. Vous insistez sur cette critique en séparant l'intérêt de deux moments de l'article. Dans le prolongement de ma remarque, pourquoi parler de simplicité lorsque vous abordez les aspects techniques du travail de Jean-Claude Risset en opposition à la richesse d'un travail qui serait créatif? Est-ce si simple d'acquérir un bagage théorique et technique comme Jean-Claude Risset, parcours probablement unique à ce niveau en France, normalien comme vous savez, agrégé de physique à 23 ans, et de soutenir une thèse de sciences à l'Institut d'électronique fondamentale de la faculté des sciences d'Orsay, le tout doublé d'une formation musicale et de parcours multiples par la suite, institutionnels, de chercheurs, de musiciens. D'une autre manière, on pourrait critiquer sur le fond et la forme la valeur des formations dans le supérieur, mais je ne crois pas du tout que ce soit votre sujet. L'efficacité d'un exercice de catégorisation, voire de séparation, ne doit pas nous faire oublier un principe d'intrication. Les aspects techniques, les aspects esthétiques, les aspects compositionnels font partie à la fois d'un même état et d'états différents. Et c'est la force de l'artiste, et vous y êtes particulièrement sensible aussi dans votre commentaire, et c'est aussi l'objectif de notre cours, que d'être en capacité de tenter de penser son œuvre comme un tout qui dépasse naturellement les limites de son œuvre. C'est probablement ce que nous enseigne plus que jamais Jean-Claude Risset, cette capacité à être entre les catégories et les disciplines, à faire en sorte que, par exemple, ces inventions techniques, théoriques, expérimentales, puissent tenter d'avoir des répercussions sur son imaginaire poétique ou inversement.
ou que la mémoire se réécrive non pas à travers la notion systématique de répétition du matériau, mais parfois aussi sous forme de processus. Et là, je vous rejoins sur ce point si important que vous soulevez aussi à votre manière. Un compositeur qui n'aurait pas la capacité d'être aujourd'hui inventif techniquement ne ferait qu'imiter les sons des techniques déjà préexistantes. Et donc, comme vous le dites très justement, Irène, et je vous remercie pour cette remarque, son œuvre ne serait qu'une reproduction des outils technologiques du moment. Plus que jamais, avec la troisième révolution numérique décrite par Michel Serres, il y aurait donc un rapport décisif entre une capacité à réinventer la technique comme à réinventer l'imaginaire de l'œuvre. Votre réflexion fort intéressante m'amène à évoquer une autre question concernant Jean-Claude Risset, qui pourrait faire débat. Ce n'est pas parce que l'on serait particulièrement inventif au niveau technique ou localement dans l'œuvre que le résultat global de l'œuvre relèverait d'une même invention. Par exemple, l'organisation formelle, la structure de l'œuvre, dans le temps, pourrait être la répétition d'un imaginaire classique, entre guillemets. On aborde ici une question essentielle et très actuelle dans ce que je nommerais les hauts niveaux cohérents de maîtrise de la composition, avec une capacité ou pas d'imagination, voire d'invention équilibrée en fonction des différentes échelles de création d'une œuvre, de sa microstructure aux grandes échelles et sa réception. Je terminerai par le clin d'œil à Thalès de Millet que vous faites et qui me touche particulièrement pour l'avoir cité dans mon ouvrage intitulé Contingence et déterminisme procédural appliqué à la synthèse sonore informatique et l'écriture musicale. Thalès de Millet était certes sensible au monde des idées, mais pas seulement. Thalès de Millet a aussi appréhendé avec plusieurs siècles d'avance la puissance, voire l'hégémonie d'une pensée déterministe et son pouvoir de prédiction et donc d'action concrète sur nos vies. En effet, l'une des premières traces concrètes d'un déterminisme scientifique naissant est la prédiction devenue célèbre de Thalès de Millet concernant une éclipse de soleil datant du 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Bel exemple de nouveau de porosité ou d'intrication possible entre une réinvention des mondes idéels et matériels jusqu'au monde émotionnel et créatif. En vous remerciant de nouveau Irène, je termine par ces quelques idées qui vous ont marqué et qui me semblent aussi importantes. Et là, je vous cite, je cite votre commentaire. On peut aussi inventer des paysages autres. Une œuvre est une représentation d'une globalité. Et deux termes qui vous ont marqué, pulvériser, bouleverser.